Il y a des savoirs que l'on voit, et puis il y a ceux qui tissent le monde en silence. Les mathématiques, incompréhensibles pour certains, fascinantes pour d'autres. Elles sont là, partout, tapies dans l'ombre des choses, invisibles mais omniprésentes. Elles régissent la trajectoire d'une fusée, le battement d'un cœur artificiel, le signal de votre téléphone. Elles encryptent vos données, prédisent le climat, animent vos jeux vidéo. Et pourtant, elles sont nées bien loin des laboratoires et des supercalculateurs. Il y a 1400 ans, les premiers mathématiciens ne portaient pas de lunettes, ils portaient des robes de lin, des calames d'argile et vivaient au bord du Tigre et du Nil. Au commencement, les mathématiques n'étaient ni un art, ni une science, elles étaient une nécessité. Il fallait mesurer, répartir, prévoir, tracer le monde pour mieux y survivre. Puis un jour, l'humanité s'est mise à rêver, à chercher non plus comment compter, mais pourquoi. Et les chiffres se sont changés en idées. Voici l'histoire d'un langage universel, l'histoire de la logique, de l'abstraction, du vertige de l'infini. L'histoire d'hommes et de femmes, de génies et de visionnaires. C'est un voyage dans le temps, des pyramides aux satellites, une odyssée intellectuelle née dans la boue des rizières et couronnée par les étoiles. Voici l'histoire des mathématiques. Nous sommes en l'an 1800 avant notre ère. Entre les bras sinueux du Tigre et de l'Euphrate, une civilisation florissante inscrit son savoir sur des tablettes d'argile. Les Sumériens, puis les Babyloniens, construisent les premières villes, dressent des ziggourats et inventent l'écriture. Mais au milieu des lois, des contes et des prières, une autre écriture naît, celle des chiffres. Car avant d'être une science, les mathématiques sont une réponse à un problème très simple, comment compter, répartir, mesurer. Il faut alors estimer les récoltes, calculer les impôts, diviser un héritage, évaluer la superficie d'un champ inondé ou construire un temple qui ne s'effondre pas. L'agriculture sédentaire transforme les besoins et ces besoins, à Sumer comme à Memphis, parlent une langue nouvelle, celle des nombres. Les Babyloniens utilisent un système de numération étonnant, la base 60. C'est grâce à eux que nous avons des heures de 60 minutes et des cercles de 360 degrés. Ils pensaient déjà en angles, en division, en proportions. Sur des tablettes comme la célèbre Plimpton 322, on découvre des listes de triplets pythagoriciens, des calculs d'air, des racines carrées approximées, des équations quadratiques. Le tout 1500 ans avant Euclide. Et pourtant, il n'y a pas encore de démonstration, pas de preuve. Les mathématiques sont pratiques, appliquées, pas encore abstraites. Mais ce sont déjà les mathématiques. Plus au sud, sur les rives du Nil, une autre civilisation invente à sa manière le raisonnement géométrique. Chaque année, les crues effacent les repères. Chaque année, il faut tout recalculer, les champs, les routes, les limites entre voisins. C'est là que la géométrie prend tout son sens. Géométrie, la mesure de la Terre. Dans les mains d'un scribe égyptien, un papyrus, le papyrus Rind. Daté de -1650, il contient des problèmes posés en langage simple. Un nombre, son quart ajouté donne 15. Quel est ce nombre ? Ce n'est pas encore l'algèbre, mais c'est déjà une forme de résolution. Les Égyptiens savent multiplier, diviser, travailler avec des fractions unitaires, estimer des volumes, même ceux d'un cône ou d'un grenier à blé. Les Mésopotamiens privilégient l'arithmétique, les Égyptiens la géométrie. L'un compte, l'autre mesure. Deux approches complémentaires d'un même besoin, comprendre le monde. Mais ni les uns ni les autres ne cherchent encore la vérité mathématique, pas de logique formelle, pas de théorie, seulement des recettes, des méthodes, des astuces transmises, affinées, améliorées. Ce ne sont pas encore des mathématiciens au sens moderne du terme, ce sont des artisans du calcul. Mais tout va changer. Bientôt, la mer Égée deviendra le théâtre d'une révolution intellectuelle, une révolution où l'on ne calcule plus seulement pour construire, mais pour comprendre. Car si les Babyloniens ont inventé l'outil, les Grecs vont inventer l'idée. Sur les rivages clairs de la mer Égée, les hommes ne se contentent plus d'observer le monde. Ils commencent à le questionner, à vouloir le comprendre, non pas par la tradition, mais par la raison. Ici naît une idée radicale. Et si l'univers n'était pas fait de terre, de feu ou d'eau, mais de nombres ? Nous sommes au VIe siècle avant notre ère, à Milet, en Asie mineure. Un homme observe les ombres que projettent les pyramides d'Égypte, il mesure, il compare, il déduit. Cet homme s'appelle Thalès. Il sera le premier, dit-on, à démontrer un théorème, le premier à dire « ceci est vrai, et je vais vous le prouver ». Il découvre par le simple raisonnement que deux triangles sont égaux s'ils ont un angle et les côtés adjacents égaux. Un détail, peut-être, mais un détail démontré, et ça, c'est une révolution. Quelques décennies plus tard, un autre nom entre en scène, un nom qui résonnera pendant des millénaires, Pythagore. Mais attention, Pythagore, dont l'existence est plus qu'hypothétique, n'est pas qu'un mathématicien, il est aussi un mystique, un chef de secte, il croit que tout dans l'univers repose sur l'harmonie des nombres. Ses disciples vivent dans le silence, étudient les proportions, analysent les sons. Ils découvrent que la musique, elle aussi, obéit aux fractions. Une corde tendue qui vibre à la moitié de sa longueur produit l'octave, à un tiers, la quinte. Le nombre devient plus qu'un outil, il devient une clé du réel.
Mais cette fois, dans les nombres rationnels, va vaciller. Un jour, un disciple découvre que la diagonale d'un carré ne peut pas s'écrire comme une fraction. Elle est irrationnelle, inclassable, infinie. Une faille dans l'ordre parfait des pythagoriciens. Selon la légende, celui qui révéla ce secret fut jeté à la mer. Les mathématiques viennent de rencontrer leur premier vertige. Nous sommes maintenant à Alexandrie, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Dans la plus grande bibliothèque du monde connue, un homme s'attelle à un projet monumental, rassemblé, organisé, démontré. Son nom, Euclide, son œuvre, les éléments. 13 livres, plus de 400 propositions, une structure logique, implacable, des définitions, des axiomes, puis des théorèmes déduits les uns des autres. Euclide ne fait pas que collectionner des vérités géométriques, il invente la méthode, la démarche déductive. Celle qu'on utilise encore aujourd'hui pour prouver un théorème, bâtir un raisonnement, coder un algorithme. Tout part d'un point, littéralement. Et pendant ce temps, en Sicile, un autre titan travaille. Il n'écrit pas des livres, il façonne des machines, des miroirs géants, des leviers capables, dit-on, de soulever le monde. Il s'appelle Archimède. Il comprend les centres de gravité, les spirales, les volumes immergés. Il invente même une méthode qui, 2000 ans avant Newton, préfigure le calcul intégral. Ingénieur, physicien, mathématicien, Archimède est un monde à lui seul. À Syracuse, son génie éclaire les hommes autant qu'il repousse les ennemis. Mais vient un jour où même la lumière ne suffit plus. Syracuse, 212 avant Jésus-Christ, les légions romaines entrent dans la ville. Les portes tombent, les cris montent, le sol tremble, Archimède est là, courbé sur le sable, traçant une dernière figure. Le tumulte n'existe pas pour lui, seuls ses cercles comptent. Un soldat surgit, il crie « Archimède, ne bouge pas, ne trouble pas mes cercles », aurait-il dit, comme un ordre adressé au monde. L'épée tombe, le silence aussi. C'est ainsi que s'éteint le plus grand savant de l'Antiquité, non par l'âge ou l'échec, mais par l'ignorance. Toutefois, l'homme est tombé, mais son esprit reste, car Archimède n'était pas seul. D'Apollonius, maître des coniques, à Hipparque, pionnier de la trigonométrie, les Grecs ont tracé un sillon, celui de la logique pure, de l'abstraction, de la preuve. Ils n'ont pas tout inventé, mais ils ont inventé le pourquoi. Le reste du monde les observe, les admire, et bientôt va reprendre le flambeau. Tandis que Rome s'effondre, la flamme mathématique ne s'éteint pas, elle voyage vers l'Est, vers l'Inde, vers Bagdad, là où naîtront les chiffres que nous utilisons encore aujourd'hui. Car les mathématiques ne meurent jamais, elles migrent. Nous sommes au 5e siècle de notre ère. Dans un village du nord de l'Inde, un érudit écrit sur une feuille de palmier, il trace des chiffres, et entre deux symboles, un petit cercle vide. Ce cercle, c'est le zéro. Ou plutôt l'idée du vide comme valeur, une invention révolutionnaire que l'humanité mettra plus de 1000 ans à vraiment accepter. Car pour les Grecs, le vide n'a pas de sens, pour les Romains, le zéro n'existe même pas, mais en Inde, on comprend que rien peut être quelque chose. Le zéro devient une position, un chiffre, un outil, et avec lui une numération décimale plus souple, plus puissante, plus intuitive. En l'an 628, un astronome du nom de Brahmagupta écrit un traité, il y fixe les règles d'arithmétique du zéro, des nombres positifs, des négatifs, il manipule les inconnus, il parle d'algèbre sans le nommer. Et surtout, il explique que le zéro multiplié par quoi que ce soit donne zéro. Une évidence aujourd'hui, une audace à l'époque. Les mathématiques indiennes ne cherchent pas seulement à prouver, elles cherchent à généraliser, à symboliser, à faire parler les nombres comme une langue. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres à l'est, la Chine développe sa propre tradition mathématique, indépendante, pragmatique, profondément sophistiquée. Les Chinois manipulent des bâtons de calcul, des abacs, des systèmes linéaires et des équations de degrés élevés. Les 9 chapitres sur l'art mathématique, un texte vieux de plus de 2000 ans, posent déjà les bases de méthodes proches de ce que nous appelons aujourd'hui l'algèbre linéaire. Ils savent extraire des racines carrées, résoudre des équations avec plusieurs inconnus, calculer des surfaces courbes avec une étonnante précision. Et tout cela bien avant l'Europe médiévale. Nous sommes sous la dynastie Song. Un lettré nommé Qin Yushao utilise des techniques mathématiques pour résoudre des problèmes d'administration, de génie civil, de fiscalité. Il développe même ce que l'on pourrait appeler une forme ancienne du théorème des restes chinois, un outil utilisé aujourd'hui en cryptographie. Encore une fois, des besoins concrets mènent à des idées abstraites. Mais l'une des plus grandes passerelles entre le monde antique et les mathématiques modernes va naître dans les déserts et les villes du monde musulman médiéval. Bagdad, 9e siècle. Sous le califat abbasside, les sciences fleurissent, astronomie, médecine, philosophie, mathématiques. Nous sommes dans la maison de la sagesse, la Beit al-Hikma, un centre de traduction mais aussi de création. Ici, les textes grecs sont lus, traduits, commentés. Mais ils ne sont pas simplement copiés, ils sont dépassés. Parmi ces savants, un homme se détache,
Mohammed ibn Moussa al-Khawarizmi. Il rédige un traité sur la réduction et l'équilibre, son titre Al-Jabr. Ce mot, Al-Jabr, donnera naissance à un autre mot, algèbre. Quant à son nom latinisé, il deviendra algorithme. Al-Khawarizmi propose une méthode pour résoudre des équations quadratiques, mais surtout une façon abstraite de penser les problèmes. Il formalise, généralise, démontre. Il combine les nombres indiens, les démonstrations grecques et l'esprit arabe de synthèse. Le monde islamique médiéval devient pour plusieurs siècles le cœur battant des mathématiques. Il fait le lien entre les Grecs et l'Europe naissante, il invente, il transmet, il traduit l'abstrait en utile. Mais un jour, les manuscrits traversent la Méditerranée. Par l'Espagne musulmane, par les marchands italiens, par les croisés, les chiffres arabes arrivent en Occident et avec eux, un choc. Car pendant que l'Europe calcule encore avec des chiffres romains et des abacs, un homme va ouvrir une brèche. Il s'appelle Fibonacci. Pendant près de 1000 ans, l'Europe chrétienne a tourné le dos à la démonstration grecque. Les chiffres arabes sont inconnus ou suspectés d'hérésie. L'algèbre, un mot venu de terre païenne. Mais dans les monastères et les bibliothèques andalouses, les centres de traduction, un souffle nouveau s'élève. Les érudits redécouvrent Euclide, Aristote, Ptolémée, Al-Khawarizmi, et ils s'en emparent. En 1202, à Pise, un jeune marchand publie un livre de mathématiques inspiré de ses voyages en Méditerranée. Ce livre le libère à Bacci. Son nom, Leonardo Fibonacci. Ce livre n'est pas juste un manuel, c'est une bombe. Fibonacci introduit les chiffres arabes à l'Occident, explique le zéro et vulgarise une méthode de calcul bien plus rapide que les abacs utilisés jusque-là. Et dans ce livre, on trouve un problème de lapin qui mènera une suite bien connue. Mais l'Europe n'est pas encore prête. Le changement est lent, les universités résistent, l'Église s'inquiète. Les chiffres arabes, une invention du diable, dit-on parfois. Mais le vent tourne. Au XVe siècle, un événement va tout accélérer. L'imprimerie. Le savoir se propage, vite, loin. Les artistes comme Brunelleschi ou Dürer utilisent la géométrie pour représenter la perspective. La peinture devient une science des points de fuite. Les explorateurs, eux, ont besoin de cartes précises, de calculs d'itinéraires, de repères célestes. Les mathématiques deviennent utiles, indispensables. La Renaissance, ce n'est pas seulement Léonard de Vinci ou Michel-Ange, c'est aussi la naissance d'un nouveau regard sur le monde, un regard mathématique. Au XVIe siècle, une autre révolution se prépare, plus discrète mais fondamentale, la notation. Car jusque-là, résoudre une équation, c'est la décrire avec des mots, longs, imprécis, confus. Les hommes, comme François Viette, vont changer cela. Viette commence à utiliser les lettres pour représenter les inconnus, les constantes, les relations. Il introduit une algèbre symbolique. Il écrit A égale B plus C, pas avec des mots mais avec des symboles. C'est la naissance du langage mathématique. Puis vient René Descartes, philosophe, soldat, mathématicien. Il écrit un petit livre qui va bouleverser à jamais notre façon de penser les mathématiques, la géométrie. Il y fusionne l'algèbre et la géométrie. Il associe des équations à des courbes, il crée ce qu'on appellera plus tard la géométrie analytique. Une parabole, ce n'est plus seulement une figure, c'est l'équation y égale ax carré plus bx plus c. Chaque courbe devient une expression, chaque expression une forme. Avec Descartes, on ne contemple plus la nature, on la code, on l'écrit en langage mathématique. C'est l'époque où les mathématiciens européens, Cardan, Tartaglia, Ferrari résolvent les équations cubiques, cherchent les racines de l'inconnu, souvent en duel, parfois au péril de leur réputation. Les démonstrations deviennent des joutes intellectuelles, et tout cela ne fait que préparer le terrain pour ce qui va suivre. Car bientôt l'Europe va basculer dans une nouvelle dimension, une ère où l'on ne se contente plus de tracer des courbes, mais de comprendre leur vitesse, leur variation, leur infini. Nous sommes à la veille de l'invention la plus bouleversante des mathématiques modernes, le calcul différentiel. L'outil du mouvement, le langage de la physique, le champ de bataille de deux géants, Newton et Leibniz. Deux hommes, deux trajectoires, deux génies du XVIIe siècle. Isaac Newton, anglais, solitaire, mystique, obsessionnel. Gottfried Wilhelm Leibniz, allemand, mondain, philosophe, diplomate. Et tous deux, sans se concerter, vont inventer le calcul différentiel et intégral. Mais qui l'a inventé en premier? Newton, reclus à Cambridge, qui l'a gardé secret, ou Leibniz, qui le publie le premier? Le débat fera rage, accusations de plagiat, querelles nationales, pamphlets assassins, ce sera l'un des plus grands scandales scientifiques de l'histoire. Newton n'est pas seulement mathématicien, il est alchimiste, théologien, astronome, il veut comprendre les lois de Dieu dans le langage de la nature. Et pour cela, il crée un nouvel outil, le fluxion calculus, son calcul des fluxions.
Il y décrit comment une grandeur change à chaque instant, comment une pomme tombe, comment les planètes tournent, comment l'univers respire. En 1687, il publie les Principia Mathematica, un monument. Il y unifie la chute d'un corps et l'orbite d'une planète. Il y écrit les lois fondamentales de la mécanique, et tout cela grâce au calcul différentiel. De son côté, Leibniz crée un langage clair, symbolique, moderne. Il introduit les notations que nous utilisons encore aujourd'hui, pour l'intégrale, pour les dérivés. Là où Newton décrit les choses à l'anglaise, en prose, Leibniz invente une grammaire mathématique élégante. Il ne voit pas le calcul comme un outil pour la physique, mais comme un système logique, universel, une machine de pensée. Et pour lui, les mathématiques ne sont pas une fin, ce sont les briques d'un monde rationnel, harmonieux, presque musical. Le calcul différentiel, c'est l'art de manipuler l'infiniment petit. C'est diviser le mouvement en tranches de temps minuscules. C'est comprendre la pente d'une courbe à un instant précis. Et son inverse, l'intégrale, c'est l'art de recomposer, d'additionner une infinité de petits riens pour retrouver le tout. Avec cet outil, on peut prédire la trajectoire d'un obus, la forme d'une arche, la croissance d'une population, la vitesse d'un fluide. C'est le code source de la physique.